Voilà. Donc, je me présente, je suis Sandrine Giner, je suis responsable formation au sein de l'association ILO Formation à Toulouse. Donc, je te laisse la parole, Oui, Bénédicte. et donc moi je suis Bénédicte Kersenbrock, je suis ingénieure formation pour ILO Formation à Toulouse et sur le site plus particulièrement de Montpellier. Donc on va Voilà. couper, désactiver nos caméras pour que ce soit plus facile. C'est fait. Oui, Voilà. pour les bandes passantes, c'est Ouais, beaucoup ouais, mieux. ouais, ouais. Et on va démarrer sur un sujet qui est vraiment d'actualité, que l'on soit dans la formation, au sein des organismes de formation, mais aussi pour les élus qui sont en charge de la formation, mais également dans les structures, dans les agences, les responsables des ressources humaines ou assistantes administratives qui s'occupent de la formation. C'est un sujet assez transversal sur la réforme de la formation professionnelle continue. Quels impacts pour les agences d'architecture. Donc, Alors, cette web… Oui, vas-y, vas-y. non. Il faut dire quand même que nous ne sommes pas dans la même pièce. Nous ne sommes pas au même endroit toutes les deux. Donc, C'est ça. comme on anime ensemble, parfois on risque comme ça voilà, faire des De se interférences. compléter. Voilà, on va essayer de faire ça le mieux possible. Non, je voulais juste ajouter que cette webconférence est enregistrée, que nous pourrons vous faire parvenir l'enregistrement et également le support que nous allons utiliser ce soir. Voilà. Voilà. Donc, on va passer aux objectifs Oui. de ce webinaire. Alors voilà, il s'agit d'identifier les impacts de la réforme de la formation professionnelle continue sur la politique de formation des agences d'architecture et de repérer les outils à mettre en place pour mieux gérer la formation des salariés en interne. Cette réforme a un impact vraiment très important sur la formation au sein des agences et notamment au niveau des salariés. Alors, je vois une question avant de poursuivre. Quelle est la durée de la webconférence? Écoutez, je pense que la présentation va durer une petite heure, voire moins. Et ensuite, nous répondrons à vos questions. Normalement, on ne dépasse pas 2 heures. Voilà. Voilà. Alors, hop. Alors, dans le sommaire de ce webinaire, on va aborder 4 points. Le premier, ça va être vraiment sur les enjeux de la réforme. Donc, il y a eu lieu le 5 septembre 2018, ce n'est pas tout neuf, mais la mise en œuvre, on va devoir mettre en place cette réforme. Le deuxième point, c'est les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle continue, car les contributions des entreprises changent. Le troisième point, ce sont les impacts de cette réforme sur les entreprises d'architecture précisément. On a voulu vraiment faire un zoom sur les entreprises d'architecture. Et enfin, ce seront sur les outils à mettre en place. Quels outils pouvons-nous mettre en place pour gérer la formation en interne au niveau de ces agences d'architecture-là? Voilà. Alors, on va démarrer par une définition de la formation professionnelle continue, puisque elle répond à certains critères pour être considérée comme telle, et c'est-à-dire pouvoir bénéficier du coup de financement de la formation. Donc, c'est un décret, notamment qualité, celui du 30 juin 2015, qui a redéfini des critères qui sont les suivants. Pour être considérée comme telle, il faut qu'elle propose des objectifs qui soient précis et adaptés au public qui est visé. Il faut qu'elle propose un accueil avec un suivi pédagogique et aussi une évaluation des acquis, qu'elle offre les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qui soient adaptés à la formation, qu'elle fasse intervenir des formateurs qualifiés qui bénéficient d'une formation professionnelle continue. Alors ça, c'est aussi bien sur les aspects de l'expertise métier, mais aussi sur les aspects pédagogiques. Il faut que le public soit informé sur l'offre de formation et sur les délais d'accès, sur les résultats aussi obtenus.
et elle doit prendre en compte les appréciations qui sont rendues par les stagiaires. Vous savez, ce sont les fameuses évaluations qu'on vous demande de remplir en fin de formation. Vous l'aurez remarqué, on vous demande systématiquement, tout OF, tout organisme de formation vous fera remplir un questionnaire. C'est normal, c'est une obligation. Et donc, il ne suffit pas de se contenter de faire remplir cette enquête. Il faut également l'exploiter et en tirer des leçons. Alors, tous ces critères répondent en fait à la définition de ce qu'on appelle pour vous de la formation structurée. Donc, pour être considérée comme une formation structurée, il faut que la formation réponde à tous ces critères-là. Depuis le décret, le nouveau décret qui date du 28 décembre 2018, d'autres modalités sont venues s'ajouter à la formation classique que vous connaissez en salle. On a la formation ouverte et à distance. Alors, elle existait déjà, mais ce décret vient renforcer cette modalité pédagogique. Donc aujourd'hui, vous pouvez tout à fait réaliser une formation qui réponde à tous ces critères et en même temps que cette formation puisse se dérouler à distance. Alors il y a une grande nouveauté dans ce décret, c'est ce qu'on appelle l'AFEST, c'est-à-dire l'action de formation en situation de travail. C'est probablement quelque chose dont vous avez dû entendre parler, tout simplement parce que les OPCO, c'est-à-dire les financeurs de la formation professionnelle pour les salariés, communiquent beaucoup dessus. Alors, on va y revenir tout à l'heure, je vous rassure, parce que c'est vraiment l'avenir de la formation pour les salariés notamment. Donc, on viendra plus en détail dessus. Alors, les 3 grands enjeux de la réforme, quels sont-ils ? Le premier, c'est d'impulser une logique de compétences au sein des entreprises. Alors pourquoi ? Parce que les compétences sont en perpétuelle évolution. On estime qu'une compétence technique, d'ici 2025, aura une durée de vie d'à peu près 2 ans et demi, voire d'1 an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter constamment. Donc, on ne peut pas constamment envoyer les salariés en formation, ce n'est pas possible, ça va être très compliqué. C'est pour ça que l'un des grands objectifs, c'est bien de former au sein même de l'entreprise. On sait aussi que environ 50% des emplois seront transformés dans les 10 ans qui viennent. Donc là encore, il va falloir faire en sorte de permettre aux salariés de s'adapter à leur emploi et d'évoluer, que leurs compétences évoluent en même temps que leur emploi va évoluer. Alors on le voit déjà avec toute la transition numérique notamment, mais pas seulement. Donc ça s'inscrit totalement dans cette logique de compétences. Et on estime que d'ici 2060, 10% de notre temps sera consacré aux apprentissages. Donc ce temps-là, il va se faire sur le temps de travail. Donc vous voyez bien que l'entreprise, elle a vraiment un rôle à jouer en termes de formation des salariés au sein de leur entreprise même. Le deuxième grand enjeu, c'est de rendre chaque salarié acteur de son parcours de formation. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux salariés de pouvoir travailler avec vous sur son propre parcours de formation tout au long de sa carrière professionnelle ou en tout cas le temps qu'il passera au sein de votre entreprise. Chaque parcours sera totalement individualisé. Il n'est plus question là de faire de la formation de masse collective, mais plutôt de réfléchir à des parcours qui soient adaptés à chaque salarié. Et pour ça, il va falloir impliquer les salariés pour qu'ils vous aident, vous aussi, à mieux les accompagner dans leur parcours professionnel. Le troisième enjeu, c'est d'engager les entreprises dans ce qu'on appelle une organisation apprenante. Donc ça, on va revenir un peu plus en détail dedans.
Mais l'organisation apprenante, c'est tout simplement permettre aux salariés d'apprendre au sein même d'une entreprise. Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des process qui vont permettre cet apprentissage au sein de l'entreprise. L'idée, c'est de garder au sein de son entreprise déjà un maximum de compétences, puisqu'on sait qu'un salarié qui a un certain nombre d'années d'ancienneté accumule un nombre de compétences assez important. Et lorsqu'il s'en va, ces compétences partent un peu avec lui. Donc l'idée, c'est comment faire, comment rendre son entreprise suffisamment apprenante pour que quand le salarié, comment dire, avec beaucoup d'expérience, quitte l'entreprise, ne parte pas avec l'ensemble de ses compétences et qu'elle soit quelque part un petit peu perdue par l'entreprise. Alors l'enjeu caché, évidemment, de cette réforme, c'est quand même de former plus, mais avec moins. Je pense que ça, vous l'aurez compris. On va y revenir, mais on va voir que d'impliquer les entreprises dans la formation de leurs propres salariés, quelque part, ça a un coût moindre aussi pour les organismes financeurs. En tout cas, ça va être financé différemment. Je laisse la parole à Sandrine sur la Oui, tout valorisation. à fait. Voilà. Merci. Effectivement, hein, on est dans le cadre de ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels. Hein, par rapport à ce que tu disais, Bénédicte, c'est un peu l'orientation politique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture dans les parcours professionnels entre le travail, le chômage, et qu'on essaye, en tout cas par le biais de la formation, à ce qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, les apprentissages informels, la valorisation des apprentissages informels, c'est le concept d'organisation apprenante dont parlait Bénédicte. Donc, la réforme s'appuie sur ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire, l'organisation apprenante? Ça veut dire que la plupart des savoir-faire et des connaissances que nous apprenons sont acquis de manière informelle, par le fait d'observer ses collègues, par des discussions, par l'essai et l'erreur. Et seule une petite partie de nos compétences sont acquises sur des périodes de formation. Donc, plus précisément, 70% de ce que nous apprenons relève de notre poste de travail, de nos actions et des problèmes que nous avons à résoudre au quotidien. 20% seulement sont liés aux échanges avec les collègues, mais aussi à l'encadrement, aux communautés de pratique qui se développent sur Internet. Par exemple, quand on cherche, on peut aller se référer à un tutoriel sur YouTube, à un forum, voilà. Et enfin, 10% sont liés à des moments qui sont organisés explicitement pour la formation, qu'il s'agisse d'ateliers, de stages en présentiel, de webinaires comme aujourd'hui, ou de formations à distance. Donc là, on voit bien que l'entreprise a toute sa place dans la formation, puisqu'il y a ces 70% qui vont être optimisés, en tout cas, et mis en valeur dans cette réforme. Alors, oui, peut-être Ils vont être ajouter. formalisés, oui, tu peux le rajouter si tu veux. Voilà, pardon. Effectivement, l'objectif, donc, en mettant en place cette organisation apprenante, c'est de transformer ces 90% d'apprentissage qui sont informels aujourd'hui en apprentissage formel. Et donc, comment rendre ces temps en apprentissage formel? Tout simplement en mettant en place la FEST, l'action de formation en situation de travail. Vous en Voilà. avez un petit peu parlé, on va en reparler un petit peu plus tout à l'heure. Mais... Oui, tout à fait. Donc, on passe sur la contribution des entreprises au financement. Vous allez le voir parce que c'est important de voir que cette action de formation en situation de travail, comment elle va être financée après par les organismes financeurs. Donc, la réforme a mis en place, donc, les OPCA sont devenus des OPCO,
Donc, il y a eu des fusions de différents OPCA. Donc, OPCA, c'est un organisme paritaire collecteur agréé, donc qui sont devenus des OPCO. Actalliance est devenu l'OPCA PEPS, donc un opérateur de compétences. Les OPCO sont des opérateurs de compétences. Donc, on parle vraiment de compétences, c'est mis en valeur. Voilà. Je vois qu'il y a une question de Laurent. Oui. Ce qui signifie… Vas-y, Lila. Ce qui signifie que ceux qui ne font pas les 10% liés à la formation ont un manque. Pas de compensation possible en faisant 70 et 30, par exemple. Alors oui, ceux qui ne font pas les 10% ont un manque. Néanmoins, parfois, ils vont compenser. On est sur les parcours de formation, les parcours en entreprise. On est un peu dans ce que, peut-être vous avez entendu ce terme-là, les personnes qui travaillent notamment dans les ressources humaines le connaissent bien, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même métier au même poste toute sa vie, parce qu'on a de plus en plus de polyvalence. Et puis, si on travaille à côté d'un collègue qui va partir à la retraite dans 3 ans, peut-être qu'on a des glissements de fonctions qui vont se faire et que progressivement, on va acquérir les compétences de son poste pour pouvoir ensuite prendre son poste quand il partira à la retraite, par exemple. Mais cet exemple-là, il est intéressant parce qu'avant, ça se faisait vraiment de manière informelle. Et parfois même, ce collègue-là partait à la retraite et puis le dirigeant s'apercevait qu'une compétence, toutes les compétences étaient parties avec cette personne-là. Donc, il s'agit d'anticiper ça, de faire en sorte que le dirigeant ait une vision beaucoup plus globale de son entreprise et des parcours de ses salariés, déjà pour les fidéliser déjà, et puis pour créer des parcours comme ça, et anticiper ses départs et faire monter en compétence ses salariés, en tout cas éviter aussi l'usure professionnelle, les burn-out, etc., etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, sur les 90% qui sont faits en entreprise, on voit bien qu'on ne peut pas tout apprendre en formation à l'extérieur. Et donc, ça donne un terrain d'apprentissage qui est quand même assez extraordinaire et qui n'était pas exploité avant, que les OPCO maintenant vont exploiter. Mais pour cela, il va falloir aussi que les entreprises puissent apprendre à définir des parcours et apprendre à déceler les situations de travail qui pourront être des temps de formation. Voilà. Ok, on va poursuivre. Alors, juste pour vous pouvez peut-être trouver ça étrange que l'OPCA PEPS ne s'appelle pas OPCO PEPS. C'est vrai que c'est assez étrange puisque c'est bien un OPCO. C'est trompeur. Voilà. Mais nous aussi, on trouve ça étrange. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, concernant les contributions que vous versez pour le financement de la formation, il y a les contributions obligatoires et volontaires. Donc déjà, parmi les contributions obligatoires, il y a la contribution légale unique qui représente 0,55% de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés et 1% pour les entreprises de plus de 11 salariés. Il existe également la contribution conventionnelle qui est à partir d'accords collectifs de branches. Alors, je vous rappelle que vous concernant, il s'agit de la branche architecture. Donc, à ma connaissance, à ce jour, on n'a pas eu connaissance d'un accord collectif par rapport à cette contribution conventionnelle. Concernant ces deux contributions, normalement, à partir de 2021, c'est l'URSSAF qui va prélever ces deux types de contributions obligatoires. Il existe aussi une contribution volontaire. Donc, qui dit volontaire dit non obligatoire. Elle ne concerne que les entreprises de plus de 11 salariés et elle se fait par le biais d'une convention de versement volontaire dont le montant est libre.
Et la particularité, c'est que là, elle ne se verse pas à l'URSSAF, mais elle se verse directement à l'OPCAPEPS Actalliance pour ce qui concerne les entreprises d'architecture. Alors, ce qui change, hein, je rajoute, c'est qu'avant, Oui, la contribution allait directement à l'OPCA c'est ça. pour les premières. Alors, quel est le circuit financier de ces fameuses contributions? Donc, c'est l'entreprise, on a vu, qui va donc verser à l'URSSAF qui est chargée de la collecte. L'URSSAF va redistribuer cet argent à un organisme, une nouvelle instance qui s'appelle France Compétences, qui va être ensuite chargée de répartir les fonds qu'elle aura récupérés des entreprises. Ces fonds, ils vont alimenter plusieurs caisses. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on voit là parmi elles une partie qui va être réservée plutôt pour le CPF, le compte personnel de formation des salariés, pour les demandeurs d'emploi, etc., etc. Mais une autre partie va être distribuée aux opérateurs de compétences. Donc pour vous, au CAPEPS Actalliance. Ces opérateurs de compétences, donc, qui vont récupérer une partie de cet argent qui aujourd'hui encore récupérer la totalité, va pouvoir utiliser ces fonds pour financer diverses actions. Donc, on a notamment le financement de l'alternance, du plan de développement de compétences, hein, qui est l'ancien plan de formation, qui est devenu plan de développement des compétences, et puis qui va pouvoir financer également tout ce qui est reconversion en alternance. Donc ça concerne les contributions uniques et conventionnelles qui sont obligatoires. Concernant la contribution libre et volontaire, les entreprises vont, on l'a vu, les verser directement aux opérateurs de compétences. Qu'est-ce que les opérateurs de compétences vont faire de ces contributions volontaires? Des services sur mesure, tout simplement. Donc, par exemple, ils vont pouvoir proposer aux entreprises qui contribuent volontairement un accompagnement personnalisé sur la mise en place de la FEST, par exemple. Mais ça va être aussi la mise en place de formations qui vont être proposées aux entreprises qui vont contribuer sur des problématiques liées à la gestion des compétences au sein de leur entreprise, par exemple, à la mise en place du plan de développement des compétences, par exemple. Voilà à quoi vont servir ces contributions volontaires. Alors tout ça, donc, évidemment, revient à l'entreprise. Alors, on ne rentre pas plus dans le détail parce que pas trop vous brouiller les pistes. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que finalement, les OCO, enfin qui étaient anciennement les OCA, qui avaient une certaine liberté d'action en récupérant ces fonds de la formation, sont un peu mis sous la tutelle de l'État par l'intermédiaire de France Compétences qui capte une partie de ces fonds pour aller financer d'autres dispositifs et qui reverse une partie aux opérateurs de compétences qui vont devoir faire avec ce qu'on leur donne. Voilà, oui, il y a une répartition un petit peu plus large. Alors, dans les impacts de la réforme sur les agences d'architecture, on va parler du plan de développement des compétences. Donc, effectivement, le plan de formation auparavant s'appelle aujourd'hui le plan de développement des compétences. Donc, ça, c'est vraiment une sémantique qui a changé. Vous allez la retrouver auprès de l'OPCAPEPS, notamment quand vous aurez des demandes de financement à faire. Donc, le plan de développement des compétences, il faudra le mettre en place avec un dialogue social et une réflexion collective. Ça veut dire qu'il est à réfléchir avec l'ensemble des salariés
et la direction ou le dirigeant d'agence. Il s'agira aussi de construire un parcours professionnel pour chaque salarié. Donc là, la logique, elle est vraiment c'est une logique d'individualisation de parcours. On n'est plus du tout dans le collectif comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis d'intégrer de nouvelles modalités pédagogiques comme la FEST dont on a parlé, mais aussi la formation à distance ou d'autres. On va les voir. Donc l'objectif, c'est adapter les salariés à leur poste de travail. Donc ça, on l'avait déjà sur le plan de formation, mais au regard des évolutions de leur emploi. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on ne fait plus le même métier ou on n'occupe plus la même fonction pendant toute une carrière professionnelle. Il y a des études qui démontrent qu'on fait 3 à 4 métiers dans une vie professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a des parcours à mettre en place. Voilà. Donc, sur les modalités pédagogiques qui sont innovantes, on a dans la partie présentielle, on garde toujours ce format-là, tout ce qui est inter, c'est-à-dire des personnes de différentes agences qui viennent se former dans un même lieu. On a les formations en intra, c'est-à-dire les formations qui se passent au sein de l'entreprise. Et on a aussi tout ce qui est la mobilité. Voilà. Ensuite, Donc, on a… Oui. non, juste je précise. D'une entreprise à une autre, on voilà, peut faire des ça. échanges de pratiques. Oui, pardon. D'une entreprise à une autre, on peut faire des temps d'échange de pratiques, par exemple, ou des workshops. Ça existe d'une agence à une autre. L'idée étant voilà, d'analyser ces pratiques et de monter en compétences avec des confrères. Et c'est vrai que dans cette réforme, la mobilité est quelque chose qui est vraiment pris en compte, parce que, comme on l'a beaucoup dit, comme on apprend beaucoup au sein de l'entreprise, parfois il y a des compétences qu'on souhaiterait faire acquérir à certains de nos salariés, plutôt que de les envoyer en formation à l'extérieur, une formation un peu peut-être généraliste qui ne va pas forcément correspondre à 100% à vos besoins. Ça peut être possible de l'envoyer dans une entreprise qui aurait en son sein des salariés avec ces compétences-là qui pourraient contribuer à la formation de votre salarié. C'est quelque chose qui peut tout à fait se financer dans le cadre de la formation professionnelle continue. Donc ensuite, on a évidemment toutes les formations dites distancielles. Donc on va retrouver le e-learning, formation à distance. Le blended learning, c'est les formations mixtes qui allient la distance et le présentiel. Les MOOC, Massive Open Online Courses, vous connaissez peut-être les MOOC qui sont des cours en ligne de masse et gratuits. Vous avez des plateformes comme Fun, qui est France Université Numérique. Vous pouvez trouver des MOOC gratuits avec diverses thématiques. Vous avez des SPOC également qui sont sous le même format mais avec un aspect payant. C'est Small Private Open Courses. Voilà. Ensuite, on va passer sur la modalité de la FEST, action de formation en situation de travail, qui se décompose en 3 temps, avec une analyse réflexive pour analyser la situation de travail qui va être le terrain d'apprentissage au sein de l'entreprise, la mise en situation, c'est-à-dire qu'on va mettre les 2 personnes, un tuteur qui va se mettre avec la personne formée en situation d'apprentissage, et puis un autre temps d'analyse réflexive pour vérifier s'il y a bien eu apprentissage et puis ensuite faire des ajustements. Il y a une autre modalité pédagogique qui est mise en avant très fortement, c'est l'accompagnement. Donc, dans ces temps d'accompagnement, on a tout ce qui est analyse de pratique, comment analyser sa pratique. Voilà. Alors, on a celle-là. On a les retours d'expérience, oui, pardon. Voilà, les retours d'expérience. On a le tutorat,
alors qu'on peut retrouver en entreprise, comme on disait tout à l'heure. Mais on le retrouvera également, le tutorat dans la FEST, mais le tutorat, par exemple, on peut imaginer les jeunes architectes tutorés par un ancien architecte. Ça peut être considéré comme un temps de formation, en accompagnement. On a le coaching qui est mis en avant. Alors peut-être, oui, sur le coaching, préciser que le coaching peut se retrouver à plusieurs niveaux. Il n'est pas que individuel. Ça peut être un Voilà, coaching d'équipe, collectif, mais ça peut être aussi un coaching qui concerne toute l'organisation au sein d'une entreprise, donc qui va voilà. vraiment toucher toute l'entreprise. Et ça, C'est pas c'est réservé aux oui. dirigeants d'entreprise. Hein. Ouais, voilà. Et enfin, la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience. Donc là, c'est pareil, on peut imaginer qu'une personne est sur son poste de travail, a eu un glissement de fonction vers un autre poste de travail. Et pour aller sur ce poste-là, donc on est toujours dans l'adaptation au poste de travail, eh bien, il va aller acquérir un diplôme ou une certification professionnelle pour faire valoir son expérience sur ce poste de travail, sur ces nouvelles fonctions. Voilà. Voilà les modalités pédagogiques qui sont dites innovantes, qui vont être prises en charge par les financeurs, notamment les OPCO et pour le secteur de l'architecture, l'OPCAPEPS. Alors, donc, on rentre dans une logique, comme on l'a vu tout à l'heure, de parcours individualisé. Donc, si on prend le cas de deux salariés d'une même entreprise, à partir de l'entretien professionnel qu'ils vont passer, ça va permettre peut-être d'établir avec eux en partie leurs objectifs, à partir de leurs objectifs, pardon, et des objectifs de l'entreprise, bien entendu, un parcours de formation pour atteindre ces objectifs. Donc, si je prends le premier salarié, on peut tout à fait inclure dans ce parcours un temps de retour d'expérience. On imagine quelqu'un qui aurait travaillé, qui aurait géré un projet, par exemple. Eh bien, on peut tout à fait dire, bah voilà, tu as géré ce projet, on fait un retour d'expérience. Et à partir de là, ça peut faire apparaître des besoins en formation. Donc, on pourrait très bien se dire, bah, tiens, sur une petite partie, on va lui proposer une formation à distance. Et puis, ça va déboucher sur un coaching pour l'accompagner dans la gestion des projets parce que la difficulté principale qu'il a rencontrée, ça va être peut-être de gérer une équipe. Et puis voilà, et si je prends cette seconde salariée, on pourrait partir d'un temps d'analyse de pratique, de la mise en place d'une action de formation en situation de travail, par exemple, et puis un temps de formation en salle, et revenir terminer, par exemple, sur une action de formation en situation de travail. Donc c'est en fait finalement la définition de ces parcours-là qui vont vous aider à définir le plan de développement des compétences. Alors l'idée, c'est pas forcément de tout mettre dedans, mais c'est d'avoir une visibilité quand même sur l'ensemble et puis de voir parmi ces différentes actions, parmi ces différentes modalités, lesquelles vont pouvoir relever du plan de développement de compétences, vont pouvoir bénéficier d'un financement, etc. Alors, je ne sais plus. Oui, c'est moi qui Oui. continue. Alors, autre changement, la PROA qui remplace la période de professionnalisation. Donc, la PROA, alors ça a changé quand même pas mal de choses parce que c'est vrai que la période de professionnalisation était très ouverte et était finalement accessible à un assez grand nombre de salariés, même si elle n'était pas forcément très utilisée, ce qui est un peu dommage parce que ça pouvait vraiment permettre d'obtenir des financements intéressants. Donc, cette PROA, aujourd'hui, elle vise vraiment à favoriser une formation en alternance pour maintenir dans l'emploi les salariés les moins qualifiés. Donc là, ça va clairement pas
comment dire, Vous concernez. concerner tous les salariés. C'est-à-dire que les salariés qui ont un bac +5, c'est clair, ne seront pas concernés puisque il faut que ces salariés aient eu un niveau de qualification inférieur à une licence. Mais bon, pour autant, au sein de certaines agences d'architecture, on a notamment parmi le personnel administratif ou plus technique, parfois des salariés qui ont un niveau BTS et puis qui ont acquis des compétences et qui sont sur des emplois qui requièrent un niveau supérieur. Ça doit se dérouler en alternance, ça c'est très important, c'est-à-dire que le salarié doit à la fois avoir des temps de formation en centre de formation, mais aussi des moments de formation au sein de l'entreprise. Alors, ce n'est pas forcément au sein de votre entreprise, ça peut aussi se dérouler au sein d'une autre entreprise. Donc, et surtout aussi, ce qui a changé, c'est que ça vise une qualification ou une certification qui est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ce qui n'était pas le cas avant de la période de professionnalisation. Donc, ça restreint énormément quand même la formation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un enregistrement au RNCP? C'est tout simplement une formation qui est considérée comme certifiante, qui délivre soit un diplôme, soit un titre professionnel qui correspond à un niveau équivalent à un bac +2, +3, +4, +5, etc. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de formations professionnelles. C'est ce qui les rend aussi éligibles au CPF. Au CPF, tout à fait. Et il faut, oui, bien sûr, désigner un tuteur au sein de l'entreprise, c'est obligatoire. Donc, c'est vraiment très particulier, ça va être très restrictif par rapport à l'ancienne période de professionnalisation. Alors, pour le CPF, vous en avez tous entendu parler, c'était anciennement le DIF. Il a encore changé avec la réforme. Il s'adresse aujourd'hui à toute personne active, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi. C'est une monétarisation du CPF qui s'est opérée, c'est-à-dire qu'elle était en heures de formation, elle est passée en euros, 500 € par an ou 800 € par an pour les moins qualifiés. Donc là, on voit que l'accent est mis aussi pour les demandeurs d'emploi et les personnes les moins qualifiées. Et puis, elle est essentiellement, c'est un dispositif que l'on utilise essentiellement pour les formations longues qui visent une reconversion, donc avec notamment le CPF de transition professionnelle qui remplace le CIF qui était le congé individuel de formation. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que alors, cette ouverture du CPF, alors oui, elle s'ouvre aux professions libérales en 2020 pour un montant de 500 € par an. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce compte personnel de formation est attaché à la personne. Donc, vous avez tous un numéro en allant sur moncompte.gouv.fr. Vous avez tous la possibilité d'aller voir. Alors, avant, c'était combien d'heures de formation vous aviez droit. Aujourd'hui, c'est combien d'euros de formation vous avez droit. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que on ne peut l'utiliser que pour les formations qui sont longues et qui visent un diplôme dans le cadre d'une reconversion. Alors, par contre, comme ça représente quand même un petit volume d'heures, puisque le montant est relativement faible, il y a quand même la possibilité d'aller sur un dispositif long, mais d'en faire qu'une partie. C'est-à-dire de suivre finalement ce dispositif petit bout par petit bout. Et dès lors que c'est bien un dispositif certifiant, vous pouvez tout à fait obtenir comme ça un diplôme sur plusieurs années en réalisant petit bout par petit bout. C'est ça, tout à fait. Donc, ça peut être complémentaire à un autre dispositif. Donc, ça s'adresse essentiellement sur des diplômes, des titres professionnels, des certifications, comme le disait Bénédicte, enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, ou les qualifications et habilitations enregistrées au RSCH, mais je ne sais plus, c'est registre, peut-être tu le sais. Oui, c'est le registre, c'est pour les formations qui sont
pas forcément certifiantes, mais qui sont enregistrées quand même sur un répertoire du répertoire national des certifications professionnelles. D'accord. Bon. Du coup, on a aussi sur la possibilité d'utiliser son compte personnel de formation sur la VAE. Donc, pour valider son expérience, puisqu'on est sur des dispositifs d'accompagnement pour réaliser une VAE de 24 heures en général, hein, c'est le dispositif de droit commun, donc qui est étalé sur une période de 6 à 8 mois. Hein, c'est un accompagnement sur les bilans de compétences et les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise. Voilà. Donc, ce sont les actions que l'on peut mobiliser, sur lesquelles on peut mobiliser le CPF. Donc, c'est intéressant de le savoir, qu'on soit organisme de formation. Si on crée un dispositif ou si on crée une formation, comment est-ce qu'on fait financer cette formation? Et qu'on soit aussi dirigeant d'agence ou salarié ou qu'on souhaite se former, en fonction de la formation que l'on choisit, quel est le dispositif que je peux activer pour financer ma formation? Alors, on va aborder les outils qui peuvent être mis en place donc, au sein de vos agences pour gérer au mieux la formation en interne. Donc, on a parlé de l'entretien professionnel. On vous rappelle que cet entretien est obligatoire, qu'il concerne tous les salariés, quel que soit le contrat de travail, donc même si c'est un contrat à durée déterminée ou contrat d'apprentissage, qu'il doit avoir lieu au minimum tous les 2 ans ou alors aussi lorsqu'un salarié s'est absenté pour une longue durée, soit parce qu'il a été malade, soit parce que le salarié en question était en maternité, congé maternité. Et tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit réaliser un bilan qui va récapituler le parcours professionnel du salarié. Dans ce parcours, il faudra démontrer que des actions de formation ont été mises en œuvre pour permettre l'adaptation du salarié à son poste de travail. Si ce n'est pas le cas, il y aura un abondement du CPF, c'est-à-dire qu'il faudra verser tout simplement à l'URSSAF un montant complémentaire pour alimenter le CPF du salarié en question. Alors, pour concevoir le plan de développement de compétences, quelle est la démarche à suivre? Bon, évidemment, ça nécessite d'avoir une vision de sa stratégie d'entreprise, de voir un petit peu là où on souhaite aller, vers quelles évolutions on souhaite mener son entreprise, quels sont les postes qu'on souhaite éventuellement créer pour permettre à son entreprise de s'adapter aux différentes évolutions du métier notamment. Ça va passer par la réalisation aussi d'un diagnostic préalable des compétences qui sont déjà existantes au sein de son entreprise, puisqu'elles existent, elles sont bien là, hein, mais aussi celles qui sont attendues au regard des évolutions que vous souhaitez pour votre entreprise. Alors, ça va passer par les entretiens professionnels, par l'encadrement de proximité aussi, sur qui vous pouvez tout à fait vous appuyer, mais aussi par les fiches de poste et la réalisation, la conception d'un référentiel de compétences. En fait, ce qui serait très intéressant, il y a déjà des entreprises qui fonctionnent comme ça, et c'est vraiment de réaliser un diagnostic donc, de ces compétences existantes au sein de l'entreprise et d'en faire une espèce de référentiel de compétences de son entreprise. Ce serait comme un énorme portefeuille de compétences qui prendrait en considération toutes les compétences, quel que soit le poste occupé, du poste le moins qualifié au poste le plus qualifié. Alors c'est très intéressant parce que une fois que ce travail, qui est un peu long et laborieux, a été réalisé, ça vous permet d'avoir une visibilité
sur l'ensemble des compétences dont vous disposez au sein de l'entreprise. Et c'est ça qui va vous permettre de mieux gérer ces compétences et de pouvoir réaliser justement un prévisionnel de ce dont vous avez besoin. Donc ça vous permet aussi d'identifier les salariés qui ont été recrutés sur un certain niveau de compétences et qui, au fil des années, ont pu agrandir leur champ de compétences sans forcément que ce soit quelque chose de parfaitement identifié par vous ou par le salarié lui-même. Si bien que le jour où vous envisagez un recrutement, il y a peut-être que plutôt que d'aller recruter à l'extérieur, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir faire monter en compétence un salarié en interne qui aura déjà partiellement acquis les compétences du poste que vous envisagez de créer. Donc, ça a un intérêt parce que forcément, ce salarié sera opérationnel beaucoup plus rapidement, que ça fidélise aussi les salariés et que ça leur permet de monter en compétences au sein de l'entreprise. C'est toujours très, très valorisant et ça vous permet à vous aussi de gagner beaucoup de temps. Et ça suppose, Bénédicte, je me permets de rajouter, Oui. d'avoir ces outils-là et vraiment ces fiches de poste. Hein, on a des agences qui n'ont parfois des entreprises qui n'ont pas de fiches de poste, hein, des entretiens professionnels qui ne sont pas forcément réalisés alors que c'est obligatoire. Donc, ça permet aussi d'avoir des outils. C'est un peu la base hein, pour pouvoir réaliser cette photographie de l'entreprise, de mettre en place ces outils qui seront le socle pour pouvoir ensuite créer ces parcours. Et bien entendu, il faudra réaliser des parcours professionnels individualisés qu'on vous encourage à co-construire avec le salarié, mais aussi avec les cadres de proximité s'il s'agit d'une grosse structure, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc l'idée, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment d'être sur de l'individualisation au maximum. Alors, comment est-ce qu'on formalise une action de formation en situation de travail? On va faire un petit zoom dessus. Vous êtes dans une structure, une agence, une entreprise. Il y a un temps de préparation, c'est-à-dire un temps où on va déjà, avec cette photographie des compétences qu'on peut avoir, ce référentiel de compétences, ces fiches de poste, cet entretien professionnel qui a été réalisé, on va regarder où c'est qu'il y a des situations de travail qui peuvent être des situations à formaliser en temps de formation. Donc, ce temps de préparation est un temps très important. Et ça va donner… Pardon. Oui. Vas-y. Non, je te laisse continuer. C'est ce qui va demander un travail de conception qu'on appelle un travail d'ingénierie, c'est-à-dire de mettre en forme cette situation de travail en temps de formation. Qu'est-ce qu'on veut que les personnes soient capables d'acquérir comme compétences au travers de cette situation de travail qu'on a repérée? Donc, c'est vrai qu'on va mettre un petit peu les responsables formation en entreprise, les responsables RH ou des fois les gérants, un petit peu sur des fonctions d'ingénieur formation. Donc, évidemment, ce seront les RH, les managers, ça peut être des formateurs en interne pour des grosses structures, ça peut être des salariés volontaires aussi qui ont acquis des compétences, on le voit très bien, notamment au niveau des outils numériques, ceux qui ont fait des glissements de fonctions vers des postes un peu de chef de projet, notamment autour du BIM et de la maquette numérique. C'était des salariés motivés par l'intérêt de leur poste et qui ont développé des compétences qui peuvent être des salariés volontaires pour travailler à la préparation de ces situations de travail. Et puis, il y a les organismes de formation qui vont aussi accompagner ces entreprises-là à formaliser, parce qu'on sait très bien que ça va être compliqué pour ces entreprises de faire de l'ingénierie de formation, les accompagner à formaliser ces situations de travail en formation. Voilà. Donc ensuite, l'action de formation en situation de travail va se mettre en œuvre
selon ces 4 temps: un temps d'analyse réflexive, un temps de mise en situation de l'action de travail, un autre temps d'analyse réflexive et un temps d'évaluation des acquis. Il faut préciser aussi que dans l'action de formation en situation de travail, il y a un tutorat qui est demandé, parce que cette AFEST est définie par la loi. Donc, il y a un tuteur qui sera là pour accompagner le salarié dans ce temps d'apprentissage. Et puis ensuite, il y a un temps d'évaluation et de capitalisation avec l'entreprise et avec la direction. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans le temps de préparation et la mise en œuvre et le temps d'évaluation, il y a dans la préparation, ce temps est fait aussi en concordance avec le dirigeant d'agence, avec celui qui fixe sa politique et sa stratégie de développement. Voilà. Et le salarié et le tuteur. Et dans la partie évaluation, on voit comment cette situation de travail peut être capitalisée, toujours pareil, avec le gérant d'agence, mais avec le tuteur et avec le salarié. Voilà. Tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte que parfois, dans certaines entreprises, il y a déjà des process qui sont mis en place, notamment, par exemple, pour l'accueil d'un nouveau salarié. Eh bien, on répète un peu systématiquement les mêmes choses. Certaines entreprises ont mis en place, je ne sais pas moi, des petits livrets d'accueil, un circuit pour que le salarié prenne connaissance des différents postes de travail ou des différents services, etc. Et donc, la FEST pourrait tout à fait rentrer dans ce cadre-là. On met en place une AFEST pour les nouveaux salariés entrants. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va passer un certain temps à construire cette AFEST, mais une fois qu'elle est construite, eh bien, elle est duplicable. C'est pour ça qu'on parle de capitalisation, c'est un peu l'idée, parce que vous ne pouvez pas recommencer à chaque fois une nouvelle ingénierie, c'est beaucoup trop chronophage, c'est pas possible. Donc c'est vraiment ça l'idée de la FEST, Voilà. de pouvoir dupliquer quelque chose qui fonctionne bien et qu'on sait répétitive dans le temps. Et surtout, il va falloir que les choses soient formalisées par écrit. Évidemment, il ne suffit pas de faire que du déclaratif, il va falloir apporter des preuves, il y aura des signatures avec des feuilles d'émargement, des objectifs à fixer, tout à fait dans le cadre de la définition qu'on a vue au démarrage, en introduction. Il va falloir que ça réponde à tous ces critères-là. C'est ça, avec un programme, avec des objectifs pédagogiques et des modalités de mise en œuvre. Et aussi une phase importante, les phases d'évaluation, parce que les financeurs, de plus en plus, regardent les évaluations des actions de formation, alors d'autant plus sur les actions de formation en situation de travail, puisque c'est un nouveau dispositif, je le rappelle, qui est imposé par la loi, qui va donc avoir des financements spécifiques, une ligne budgétaire spécifique. Voilà, ce sera d'autant plus regardé parce qu'il y a un côté un peu expérimental aujourd'hui. Voilà. Donc, sur les prises en charge 2020, voilà, on fait un petit rappel pour ceux qui ne savent pas aussi. Donc, du côté des architectes libéraux, c'est le FIFPL, le Fonds de formation des professions libérales, qui prend en charge les dépenses de formation. En 2019, on était sur un taux de prise en charge de 1 400 € par an. On est passé en 2020 à un taux de prise en charge à 900 € par an. La raison en est que les architectes se forment de plus en plus. Bon, on est assez content de ce résultat, mais très moyennement content de la baisse. Et puis, on a un taux de prise en charge à la journée qui est passé aussi de 350 € par jour à 300 € par jour. Donc, ce qui correspond… alors oui, il y a le crédit d'impôt qui vient en complément, qui est pour les architectes libéraux dirigeants, qui vient pour les dépenses de formation pour les dirigeants sur la base de 10,15 € de l'heure jusqu'à 40 € par an, qui permet de récupérer 400 € approximativement par an, à compléter évidemment sur 2020 avec ces 900 €. Ça fait donc une enveloppe de 1 300 € pour pouvoir se former sur l'année 2020 pour les architectes libéraux.
Tout à fait. Alors, peut-être précision, les micro-entrepreneurs, anciennement auto-entrepreneurs, ne sont pas concernés par le crédit d'impôt, par contre. On vous met des liens qui vous permettront de télécharger les critères du FIFPL quand on vous enverra le support, et puis également de télécharger le formulaire pour le crédit d'impôt. Alors, en termes de prestations, nous avons travaillé, nous n'avons pas terminé à ILO Formation, mais c'est en cours sur une formation accompagnement qui peut se traduire par différentes prestations, donc un audit au sein des agences pour voir un petit peu là où l'agence en est par rapport à la mise en place de son plan de développement des compétences, par exemple. Et aussi pour savoir un petit peu s'il y a des besoins en formation concernant notamment la mise en place d'AFEST. Et dans ce cas-là, nous, on peut tout à fait proposer de la formation sur mesure, adaptée en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise. Alors, on va aussi proposer une formation plus généraliste sur comment mettre en place une action de formation en situation de travail. Et ensuite, on proposera des accompagnements à la carte, hein, parce que l'idée, c'est vraiment de vous rendre totalement autonome dans la mise en place de ces actions de formation en situation de travail. Oui, Donc ça, c'est tout à fait. en train de se monter et on sera en capacité de faire une proposition cette année. Voilà. On a terminé. On va répondre à vos questions si vous en avez. On va regarder un petit peu. Donc, je vois qu'aucune question n'a été posée. Voilà, est-ce qu'on vous a pas trop perdu? Peut-être que on a déjà peut-être des personnes qui sont déjà dans la formation. Comment est-ce que ça vous paraît pour vous cette réforme-là de la formation professionnelle? Est-ce que voilà, vous vous sentez mieux armé pour pouvoir décliner une offre de formation ou pouvoir parler de la formation? Alors, moi, j'avais levé la main, mais je ne sais pas si ça s'est vu. Oui, Elisa alors, Soria. allez-y, écoutez, allez-y. Alors, à vous entendre, là, pour le coup, moi, je suis architecte non seulement de formation, mais pratiquante. Et comme je vous l'ai dit, je participe à la commission de formation au sein de l'ordre, donc on a quand même un retour et une visibilité sur comment se passe la formation dans les agences d'architecture. Oui. Quand même, on a un taux de participants qui, que ce soit des architectes salariés ou libéraux, effectivement augmente chaque année, mais qui est encore très très faible. Oui. Et à vous entendre, je ne vous cache pas mon inquiétude sur comment vous faire des agences qui sont, pour la très très grande voire écrasante majorité, des petites voire tout petites structures, pour mettre ça en place, parce qu'elles n'ont ni DRH, ni manager identifié comme tel, encore moins un responsable de formation, etc. Vous évoquiez la possibilité de le faire entre agences. Je crois absolument pas, parce que chaque agence a l'impression, chaque architecte, je sais pas, ça doit être dans notre formation initiale, a l'impression d'avoir réinventé l'eau tiède et du coup ne partagera jamais un process ou une méthode mise au point à l'agence avec un de ses confrères qui est aussi un de ses concurrents. Et oui. Ça, j'en suis mais persuadée. Et du coup, annoncer aujourd'hui à des agences ou à des libéraux qui doivent mettre ça en place de façon obligatoire. Alors, je ne connais pas les délais de mise en place, mais sans un accompagnement, je ne vois pas comment on va faire passer la pilule, clairement. Alors, oui. Peut-être déjà vous dire que rien n'est obligatoire. Personne n'est obligé de faire de la feste. Hein. Voilà, ça c'est une première chose. Simplement, effectivement, la feste, vous l'avez pointé du doigt, quelqu'un qui est seul ou même avec simplement un salarié au sein de son agence, évidemment que la feste, elle est pas adaptée et que ça va être très compliqué à mettre en place. C'est une modalité qui va concerner les entreprises
d'une certaine taille et qui, mais encore une fois, qui n'est pas obligatoire, mais qui va être, comment dire, vivement recommandé pour les entreprises qui ont plusieurs salariés parce que les fonds de la formation vont diminuer. Et donc, comme ils vont diminuer, ça va être de plus en plus compliqué d'envoyer ces salariés en formation à l'extérieur. Et donc, le moyen de les former, ça va passer entre autres par la FEST. Mais on est d'accord, ça n'est pas l'écrasante majorité des architectes aujourd'hui. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est vraiment l'entretien professionnel, par exemple. Vous voyez? Oui, tout à fait. C'est obligatoire. Alors, pareil, l'entretien, on sait tous qu'il est obligatoire. Il est souvent, je ne vous gâche pas, très peu structuré. Oui. Alors, je ne sais plus comment, j'essaie de relire mes notes, mais je me suis posé la question de soit ça existe, soit il faudrait qu'on arrive à convaincre l'UNSFA notamment de mettre au point des grilles d'entretien et du coup de diagnostic des compétences existantes en interne. Parce que si chacun bâtit son cadre d'entretien, son référentiel, etc., je ne vois pas comment on va arriver à alors je ne dis même pas un syndrome de parcours commun, mais à quelque chose qui ne soit pas totalement artisanal, comme ça l'est dans beaucoup d'agences. Oui. Voilà. Après, j'entends bien, la FEST, c'est pas obligatoire. Par contre, ça permet quand même de transformer 90% votre pourcentage de tout à l'heure, là, des savoir-faire, connaissances internes. Du coup, ceux qui ne le font pas, ils perdent quand même 90% de valorisation des apprentissages internes. Et oui, c'est ce qui fait que certaines agences ont un fort turnover aussi et qu'il n'y a pas forcément la fidélisation parce que c'est un secteur aussi très particulier de ce côté-là, avec, comme vous le disiez très justement, avec un aspect concurrentiel. Voilà. Après, pour ce qui est de l'entretien professionnel, alors je n'ai pas regardé sur l'OPCAPEPS, mais la plupart des OPCO ont des grilles d'entretien qui sont pour le salarié qui va préparer son entretien professionnel et pour celui qui va faire passer l'entretien professionnel, qui peut être un responsable ou le dirigeant. Pas forcément le dirigeant d'ailleurs. Ces grilles d'entretien, elles sont souvent sur les sites des OPCO et c'est une base de travail sur laquelle les agents peuvent s'appuyer. On peut, nous, vous en mettre à disposition. Ouais, je veux bien. Comme ça, je peux les diffuser aussi à mes confrères, qu'on en parle et que ce soit l'objet. On fait en fait avec l'ordre régional des petites conférences sur un format de 2 heures dont on définit les thèmes à l'avance. Ça pourrait clairement être un premier thème pour accompagner les architectes dans cette quand même révolution. Parce que, non, enfin, sérieusement, c'en est une. Après, la transmission interne, c'est drôle parce que j'en discutais avec un confrère la semaine dernière. On est plusieurs à avoir essayé. Tout le monde n'a pas le talent de formateur. Donc, il y en a plein qui vont en formation et qui sont incapables de restituer. Ils sont capables d'utiliser les données, mais pas de les restituer à des confrères ou à des collègues. Ça, c'est un vrai savoir-faire quand même. C'est pour ça qu'on vient chez vous, mais bon. Et voilà, il y a un vrai changement d'organisation à mettre en place. Enfin, c'est pas évident. Moi, j'essaie de me projeter ne serait-ce qu'à la taille de mon entreprise. Aujourd'hui, là, 2020, honnêtement, je ne sais pas comment faire. À part me retourner vers un organisme de formation avec qui on avait fait un accompagnement management des agences d'architecture, mais qui était un accompagnement long, qui s'étalait sur une année, qui avait un coût non négligeable, etc. Donc, c'est totalement, alors là, pour le coup, diamétralement opposé au montant que vous avez évoqué, des montants de prise en charge. C'est vrai qu'il va falloir passer par des types d'accompagnement. C'est pour ça que nous, on a mis en place aussi ces dispositifs-là d'accompagnement. On sait bien que tout le monde ne fera pas des AFEST, ça c'est évident. C'est pour démontrer que cette modalité pédagogique est mise en avant aussi. Et voilà. Et donc, il y aura un financement sur ce dispositif-là. Néanmoins, sur la partie de l'organisation apprenante, des compétences et de l'entretien professionnel, et surtout du plan de développement des compétences, anciennement plan de formation, c'est obligatoire.
Ça, c'est un fait. Donc, il faut que vous puissiez vous appuyer sur de la matière pour pouvoir l'établir. Si vous pouvez... C'est ça. Est-ce que vous avez des plans? Nous, on envoie des plans de développement de compétences. C'est un fichier Excel où Pierre a demandé une formation Excel, justement. Jacques, une formation Archicad. Robert, une formation... il n'y a pas le besoin en formation. À quoi répond cette formation? Est-ce que Jacques, il va s'en servir d'Excel? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Vous voyez, il n'y a pas... C'est décontextualisé. Ouais. Alors qu'un entretien professionnel, alors comme le disait Bénédicte aussi, vous allez voir que vous redécouvrez vos salariés, vous redécouvrez les compétences que vous avez en interne. Parce que parfois, comme beaucoup, on a le nez dans le guidon et puis on avance et on ne se rend pas compte que nos salariés, ils se forment sur certaines thématiques. Des fois, on n'est pas trop au courant sur quoi ils se forment. Et au final, quand on voit, on a de la ressource, on a une richesse qui est là, mais on n'a pas fait cet état des lieux. Voilà. Donc, peut-être ne pas imaginer que c'est compliqué, mais peut-être démarrer par un état des lieux. Voyez. Oui, mais même cet état des lieux à mettre en place, il faut quand même avoir effectivement le recul sur à la fois la pratique de chacun de ses salariés et la pratique professionnelle qu'on devrait avoir. La grille, si on leur donne en blanc, elle va ressembler à rien. C'est comme l'entretien, quand on leur donne pas de trame. Alors malheureusement, on est une profession qui n'est pas du tout formée à tous ces outils-là, que ce soit sur les gérants d'agence, que ce soit dans les jeunes qui sortent des écoles. Là, pour le coup, quelles que soient les générations. Et en fait, si on n'a pas, c'est là où je m'interroge, et si on n'a pas un guide qu'on apprend à structurer tous ensemble, c'est pour ça que je faisais référence, pourquoi pas à l'UNSFA, mais en tout cas un des syndicats qui pourrait bâtir ces outils-là à l'échelle de la profession et pas seulement de nos individualités, ça va être hyper dur à mettre en place. Parce que c'est l'histoire de la page blanche, sauf que c'est la page blanche avec des outils qui sont quand même des outils de RH qu'on n'a jamais appris à manipuler et qu'on ne peut pas se payer dans les petites agences. Écoutez, nous, on peut vous envoyer des grilles, par exemple. Oui, mais avec grand plaisir, vraiment. Alors, je suis allée sur les questions-réponses. Je vois Nadège qui indique aussi qu'il y a des grilles emploi repères en ligne sur le site de la branche. Il y a aussi la plateforme emploi compétences. Voilà, peut-être que Nadège, est-ce que tu veux peut-être nous en dire un mot? Tu as un micro? Oui, j'ai un micro. Voilà. J'ai pas. Je pense pas que ce soit le sujet là, mais c'est vrai que pour établir les compétences d'un salarié, il y a les fiches emploi repères qui ont été créées par la branche. C'est leur boulot, donc il faut se rapprocher de la branche pour toutes ces questions-là. Voilà, ça peut être un point de repère pour pouvoir élaborer cette fameuse photographie. Voilà, et pour essayer de convaincre aussi les employeurs de former leurs employés, il faut quand même savoir que dans le cadre des entretiens tous les 2 ans et l'entretien au bout de 6 ans, si l'employeur ne peut pas justifier d'une action de formation pour son salarié, il doit le rémunérer 20 points de plus sur le coefficient de rémunération. Donc ça peut être aussi un moyen de motiver les gens à envoyer les salariés en formation. Tout à fait. Après, la plateforme emploi compétences, elle n'est pas encore tout à fait au point, ça va se finaliser, mais ça va être aussi un bon moyen d'aider les employeurs à ce niveau-là. Mais ça, il faut se rapprocher de la branche, c'est son boulot. Merci. Oui, mais justement, la branche est représentée par les syndicats de l'UNSFA. Alors, la branche est représentée par les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés. C'est un échange. Oui, ce qui permet d'être plus proche des besoins des agences. Bien sûr. Alors après, j'ai une petite vision qui est à mon échelle, mais de qui est présent à l'UNSFA. Alors, des salariés, je peux les compter sur les doigts de ma main. Alors moi, je suis salariée aux réunions de branche. Malheureusement, c'est. Moi, j'y suis. Alors, juste Nadège et. Pardon. Elisa. Ouais. Juste pour faire la parenthèse, c'est vrai que comment sont structurées les questions de formation, elles passent du terrain et elles remontent du terrain normalement jusqu'aux branches professionnelles par les syndicats. C'est comme ça que ça fonctionne pour que la branche professionnelle puisse avoir aussi les informations sur les besoins en formation et c'est comme ça qu'elle définit justement les thèmes prioritaires et les financements qu'elle peut mettre, qui peuvent être plus soutenus sur certains thèmes plutôt que d'autres. Voilà. Donc, c'est vrai que ça veut dire que
c'est intéressant, mais faire remonter ces besoins-là, on peut aussi les faire remonter par les syndicats ou directement à la branche professionnelle. C'est en ce sens qu'il peut y avoir une action. Merci à toutes les deux. Je reprends juste la précision, Nadège, que tu as notée dans la question-réponse. Oui. Il faut aussi préciser que si l'employeur, pour l'entretien professionnel, ne peut pas justifier d'une action de formation pour son salarié dans les 6 dernières années, il doit augmenter son coefficient de rémunération de 20 points. Voilà, oui. C'est une petite non négligeable, une remarque intéressante. Merci. Alors, on vous enverra de toute façon avec le support là des liens justement vers des documents, etc. Puis on ira voir ce qui est proposé par la branche professionnelle. Pour répondre à Jacques Allier, oui, il vous semble que ça va être difficile d'appliquer des principes pour des grandes organisations à des architectes travaillant seuls. En réalité, un architecte qui travaille seul, il n'est pas concerné puisqu'il est libéral. La plupart des dispositions qu'on vient de voir concernent les salariés. À part effectivement sur le financement, on a fait un petit rappel pour justement les architectes libéraux parce que on sait que ils représentent massivement la profession et qu'il y a eu des changements assez importants en 2020, mais toutes les dispositions de cette nouvelle loi, pour le moment, ne concernent pas les libéraux, si ce n'est que le CPF va leur être ouvert maintenant à partir de 2020. Ça, c'est la petite nouveauté pour les libéraux. Voilà. Et les libéraux qui peuvent être potentiellement des employeurs de salariés. Absolument, tout à fait. Voilà. Si je peux intervenir, il y a aussi de plus en plus d'agences d'architecture où les personnes sont seules ou sont à 2, mais ils sont salariés de leur scope. Donc, ça les concerne aussi du coup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez poser? J'ai vu que Julie Fernandez a décroché en deuxième partie. Alors, est-ce qu'elle est toujours présente ou est-ce qu'elle est partie définitivement? Et peut-être nous dire quels sont, je suis toujours là, peut-être nous dire en quoi vous avez décroché. Vous avez décroché. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être répondre une question en particulier, un point en particulier? Alors, hop, vous pouvez prendre la parole si vous avez un micro. Ou nous écrire, si vous n'avez pas de micro, peut-être, pour nous dire ce qu'il en est. Trop long et trop de travail. D'accord. Ah, vous voulez dire que l'exposé était trop long, peut-être. Bon. Ok. Alors, c'est sûr que ça paraît complexe, mais quand on est sur ces questions de formation, que l'on soit, alors évidemment pour les organismes de formation c'est évident, que l'on soit gérant d'une agence et qu'on se pose des questions, qu'on s'intéresse à ce sujet de formation, on ne vous demande pas d'être des spécialistes de la formation. Que vous soyez conseiller élu en charge des commissions de formation, c'est sûr aussi qu'on ne vous demande pas d'être un grand spécialiste de la question de la formation. Néanmoins, sur la partie de la réforme, c'est primordial de s'y intéresser, même si c'est un peu barbare. Alors, c'est un peu barbare, mais il faut s'y intéresser. Alors, oui, Julie, vous dites donc sur le fait que vous avez parlé essentiellement des grosses structures. On a parlé des grosses structures, on a parlé des entreprises, mais les entreprises qui ont des salariés, donc ça peut être aussi des entreprises, des petites entreprises. Ça peut commencer à 3-4 personnes. C'est le même principe qui s'accorde. Les entretiens professionnels sont obligatoires pour les petites entreprises aussi. On vous a donné l'exemple des grosses entreprises pour que vous ayez une vision un petit peu globale de comment
peut articuler et comment on peut concevoir ces parcours, mais ça s'adresse aussi aux toutes petites entreprises. Donc, c'est vrai que ces questions de formation, elles paraissent un peu barbares comme ça, quand on n'est pas spécialiste de la formation. Ça, avec Bénédicte, on l'entend tout à fait. Néanmoins, voilà, on a essayé que ce soit évidemment le moins barbare possible pour que vous puissiez ensuite aller chercher de l'info. Et puis, on peut vous en donner aussi. On peut vous montrer ce que c'est qu'un plan de développement de compétences. On peut vous en envoyer un. Vous envoyer des trames d'anciennement pour l'entretien professionnel. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez que vous soyez sensibilisés. Parce que bon, c'est difficile de parler de la formation sans être sensibilisé, parce que la formation, c'est un métier réglementé, je le répète souvent, mais c'est vrai. Et donc, on ne vous demande pas d'être des spécialistes de la formation, mais que vous ayez une sensibilité sur ce qu'il y a, sur ce qui est obligatoire, que vous puissiez ensuite être en capacité d'en parler. Et que vous preniez conscience aussi pour les entreprises qui ont des salariés que cette loi finalement va vous demander une implication de plus en plus importante dans le domaine de la formation. Donc ça veut dire aussi une nécessité de monter vous-même en compétences pour pouvoir être opérationnel sur la formation des salariés, puisque c'est clairement un nouveau rôle qui a été attribué aux entreprises avec cette réforme. Alors oui, Julie, je crois qu'il y a un très gros travail à faire pour sensibiliser les micro-entreprises, 3-4 salariés ou libéraux, à ces opportunités de monter en compétences. Oui. Vous le voyez parce que, par exemple, vous avez des personnes, des architectes qui ne trouvent pas d'emploi en tant que salariés et qui vont de fait se monter en libéral, par exemple. C'est un parcours, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont réussir à être architecte en libéral. On le voit que c'est très difficile pour certains. Donc, ces parcours-là, ça demande à ce qu'ils soient aussi soutenus. Si demain, un salarié est dans une agence et veut partir créer sa propre agence, pourquoi ne pas lui préparer sa piste d'envol? Voilà. Alors, être dans une logique de compétences, aujourd'hui, on est dans une logique de compétences, de plus en plus. Laurent, oui, non, l'exposé était très intéressant, car des tas de termes de pistes, même pour les libéraux, avec une approche sur la stratégie, les moyens à mettre en œuvre, mais c'est vrai qu'on est un peu déconnecté, car les archis sont le plus souvent libéraux, travaillent sur des missions. Oui, tout à fait. On a aussi des commentaires. Ah, quelqu'un veut prendre la parole? Non ? Oui, j'ai remis mon micro parce que c'est trop long. À écrire. Et puis après, je vous laisserai parce que franchement, je suis très, très, très en retard sur mon travail. Oui, moi, je voulais vous remercier parce que la conférence était très intéressante. Après, il y a une partie, la dernière partie, je n'ai pas écouté, donc je ne peux pas me prononcer. Mais quand je vois aujourd'hui, quand on regarde les statistiques des architectes inscrits, alors on parle inscrits, donc c'est beaucoup de libéraux, pas beaucoup de salariés. Même si de plus en plus il y a des chefs d'entreprise qui sont des salariés de leur société. Mais on voit, là on regardait hier encore en GT Formation, au CNOA, il y a à peine 50% des architectes, donc ça fait quand même 15 000 € qui ont une vague connaissance de ce qu'est la formation. Et il y en a, quand je dis vague connaissance, c'est-à-dire que je parle de formation, j'englobe là-dedans tout ce qui est formation dite complémentaire, donc les conférences, les visites de musées, etc., qu'on accepte nous aujourd'hui comme complément de formation. Et il y en a, on va dire un petit 10%, 10-15% en étant généreux, d'architectes qui font de la formation structurée. Donc le pas, je pense que le pas est encore très très grand pour mettre en place des logiques pérennes de formation, non seulement pour soi-même, mais pour une structure de petite taille. Parce que la remarque que vous avez lue tout à l'heure sur le fait qu'il y a beaucoup d'agences d'architecture qui embauchent par mission
sur des missions ponctuelles, c'est-à-dire qu'ils ne fidélisent pas comment dire, leur outil de travail, enfin, voilà, c'est aussi une réalité. Donc, moi, en tout cas, c'est ensemble, vous en tant qu'organisme de formation et nous en tant que professionnels, de voir comment on peut arriver à faire prendre conscience aux architectes que tout évolue de plus en plus vite et que tout est de plus en plus compliqué, et que du coup il y a cette montée en compétences ou cette mise à jour des compétences ou de ce changement de métier qui est une réalité, qui doit être assisté, on va dire, assisté par quelque chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on est sur le deuxième niveau, donc on est presque trop loin quand on parle de tout ça, et encore que ça fait longtemps que cette réforme est sortie. Vous parlez pour les architectes aujourd'hui, on est sur la culture de la formation. Comment acquérir la culture de la formation? Pourquoi se former? On est sur cette question toute simple qui est pourquoi se former? Donc, on est sur la base. Donc, une fois que ces fondamentaux seront acquis, ça va mettre un certain nombre de temps et d'années. Et c'est tout le travail que tous les professionnels de la formation, les institutions, la branche, etc., syndicats réunis font. Une fois qu'on saura pourquoi est-ce qu'on va se former, on aura envie d'aller avec des outils, de créer des AFEST, etc. C'est pour ça que je comprends aussi la marche est haute. Oui, la marche est haute, exactement. Voilà, la marche est haute. Mais néanmoins, oui, allez-y. Néanmoins, on commence, même si on est sur, je me souviens, en 2012, on était sur 4% au national, on doit être à 8%. Bon, mais on progresse. Non, mais je me dis que c'est 8. Tout à fait. Vous voyez, donc il faut qu'on puisse, pour ceux qui ont les bases, leur amener la deuxième marche, et puis pour ceux qui n'ont pas les bases, continuer à leur amener la base. Donc on va être sur plusieurs niveaux comme ça, et on est déjà sur ces deux niveaux avec les générations d'architectes qui arrivent. Ces jeunes architectes qui se forment beaucoup plus et qui ont déjà, eux, le sens de qu'est-ce que la formation, pourquoi se former. Donc, voilà, je pense que… il faut espérer. Après, ce que je voulais dire en parlant de cette marche qui est haute, c'est que de comprendre les logiques et de comprendre les leviers, ça peut aider aussi à mettre en action la démarche de formation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je pense que si on fait un sondage chez les architectes, il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'en payant 78 € par an, je parle toujours pour les indépendants, puisque pour les salariés c'est différent, ils ont quand même droit à 2 journées de formation remboursées à 100%. En gros. Tout à fait. Donc c'est vrai, ce sont 2 niveaux d'action, mais qui sont quand même liés. Tout à fait. Voilà pour mon intervention. Merci Julie. Alors, je vais vous quitter, et en tout cas on se voit très bientôt, puisqu'on se voit lundi. À très bientôt. Et merci beaucoup. Merci Julie. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors on continue avec les questions et réponses. Alors, je vois des commentaires de Patrick. Dans la boîte à questions, dans une agence d'architecture, il y a quand même plus de communication que dans une entreprise lambda, non, point d'interrogation. Je ne sais pas, c'est pas sûr, ça dépend. Je suis libérale, je n'ai pas de salariés, mais si j'ai bien compris, il faut en fait formaliser cette communication. L'archi sait comment gérer ses employés en les connaissant, non, point d'interrogation. C'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir à gérer, comme vous dites, des salariés. C'est pas inné, pas plus pour les archis que pour n'importe quelle autre profession d'ailleurs. Mais et ensuite, le travail implique tous les gens de l'agence.
Oui, c'est sûr. Alors peut-être j'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire par là, mais oui, le travail implique tout le monde dans une agence, a priori. Enfin, dans n'importe quelle entreprise, tout le monde est concerné. Et peut-être vous voulez préciser votre pensée, Patrick? Vous pouvez prendre la parole hein, si vous le souhaitez. Vous activez votre petit micro. Si vous avez un micro. Sinon, Oui, alors Patrick a levé la main. Il suffit d'activer votre micro pour prendre la parole. Vous avez une icône micro. Non. Ah, commentaire. Alors là, c'est Laurent. Il me semble aussi qu'il faut arriver à offrir des formations libres le soir, le week-end, par Internet, par des conférences. Aujourd'hui, dans notre profession, à part quelques organismes dont vous faites partie, les formations sont sur des journées entières, en semaine. Les médecins, les pharmaciens font des formations à n'importe quelle heure de la journée par Internet, qui sont comptabilisées sans passer sans passer comme nous sur des journées en continu, prises sur le temps de travail, trop bien de proposer par 2 heures qui ne pénalisent pas les plannings surchargés. Alors effectivement, on est conscient nous aussi de ça, hein, de cette difficulté qu'ont les architectes aujourd'hui à se libérer du temps pour venir se former en centre de formation. On sait que ça représente vraiment quelque part un sacrifice puisque c'est du temps qui n'est pas employé pour votre travail. Il faut savoir que ce type de format, là, tel qu'on vous propose ce soir, ne répond pas à la définition d'une formation dite professionnelle et donc structurée. Donc, elle ne peut pas être comptabilisée dans ce temps-là, mais il existe des formats qui sont souvent mixtes d'ailleurs et qui se déroulent donc en partie à distance et en présentiel. Donc, on est nous-mêmes en train de mettre en place ce type de format sur certaines de nos formations. Parce qu'on sait que c'est compliqué. On sait aussi qu'on essaye le plus possible de privilégier de la formation discontinue, c'est-à-dire que plutôt que de vous proposer 2 ou 3 jours consécutifs, eh bien, on va essayer d'étaler un peu dans le temps. Bon, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on a aussi des gens qui viennent pas forcément de l'agglomération même de Toulouse ou de Montpellier, qui viennent aussi de l'extérieur et pour qui ça représente un surcoût de venir 3 fois au lieu de venir une fois pour 2 jours. Donc, il faut jongler en fait avec toutes ces contraintes. C'est vrai que c'est pas évident et c'est pour ça qu'on va, dans les mois à venir, vous proposer des modalités aussi à distance. Voilà, c'est pas simple, mais on essaye d'y répondre le mieux possible et on est tout à fait conscient que c'est compliqué pour vous de mobiliser du temps sur la formation. Je me permets une petite intervention à ce sujet. Je pense qu'il y a 2 sujets différents qui sont la distance. Oui, on a posé la question à l'ordre Auvergne-Rhône-Alpes, que c'est une grande région géographique, oui, avec du coup des distances à parcourir qui sont vite compliquées. oui. Pour l'instant, chez nous, en tout cas, personne n'a trouvé la solution idéale de discontinuité. En tout cas, le seul point où tout le monde est unanime, de discontinuité, le seul point où tout le monde est unanime, c'est de dire qu'il faut qu'on arrive à proposer les formations soit sur des points différents du territoire, donc à les délocaliser, soit effectivement en non présentiel, accessible par exemple en visio. Ça, tout le monde est d'accord. Après, l'histoire des horaires décalés, je pense qu'il y a un énorme décalage, c'est le cas de le dire, entre les gérants et les salariés. Moi, perso, j'ai une agence où on est 18 salariés. Si je propose des formations, quelle que soit la prise en charge, l'intérêt, etc., en dehors des horaires de travail, je peux vous assurer que j'en ai aucun des 18 qui ira. En tout cas, parce que je pense qu'il y a une vraie rupture entre alors peut-être les générations, peut-être je sais pas quoi. En tout cas, la vision
du poste de travail des salariés aujourd'hui. Elle n'est pas du tout celle, enfin moi j'ai 48 ans, que nous avions quand on a commencé à travailler. Et voilà, il y a des journées de travail, alors ils font du rab, hein, mais ils ne le feront pas si c'est pour des heures. Par exemple, là, aujourd'hui, un 18-20 heures, c'est un format où je suis sûre que j'inscrirai personne. Oui, d'ailleurs, à ce propos, nous, on a tenté de proposer de la formation le samedi sur Montpellier. On n'a eu personne. Hein. Bon, c'est clair. Non, mais enfin, c'est clair. Et alors que c'était une demande, pour répondre à cette question de la délocalisation, je ne sais pas si vous en faites partie, mais en tout cas, on essaye, nous, de délocaliser aussi le plus possible nos formations. Bon, le problème, c'est que pour ça, il nous faut un minimum de participants, puisque ça a un certain coût pour nous. Mais aujourd'hui, on va beaucoup sur des petites villes, même certaines. On va sur des villages aussi, quand on a un nombre suffisant. Par exemple, à la Bastide-Murat. Dans l'Aveyron. Donc, voilà, c'est quelque chose... auquel on essaye vraiment de répondre et qu'on favorise le plus possible. Donc, il ne faut absolument pas hésiter à nous solliciter en nous disant que, en nous signalant peut-être que vous avez un intérêt pour une formation en particulier qui serait susceptible de pouvoir intéresser d'autres confrères sur votre territoire. C'est quand même plus facile de faire se déplacer un formateur que 12 participants. C'est clair. Non, ce sont des questions de modalité pédagogique. Donc, c'est vrai qu'on essaie d'articuler différentes modalités pédagogiques. Et par exemple, on voit très bien sur des formations qui sont sur des amplitudes larges, avec des temps de présentiel et des temps à distance, par exemple, où des fois, on se retrouve à avoir des travaux un peu à distance, et les salariés, entre eux, ça leur déplaît pas de faire ces travaux à distance parce que ça crée une dynamique de groupe avec l'intérêt pour la thématique et c'est intéressant. Bon, par exemple, donc on a dans la boîte à questions un commentaire de Stéphane. Comment le financement peut-il s'équilibrer en ayant 700... Pardon ? Alors. En fait, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Oui. Voilà. Vous vouliez parler, Patrick, c'est ça? Alors, on ne vous entend plus. Oui. Vous avez coupé votre micro. Ça y est, non? Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous m'entendez, voilà, d'accord. Donc moi, je suis architecte à l'île de la Réunion, donc j'ai 60 ans, donc je travaille seul, mais c'est vrai que bon, j'ai travaillé avec des bureaux d'études, etc. Et c'est vrai que sur des projets, pour moi, c'est évident que tout le monde est en communication et on évolue et on connaît les personnes avec qui on travaille. Donc, c'est vrai que tout ce que vous avez dit dans votre conférence, pour moi, ce sont des choses tout à fait logiques. Je pense qu'effectivement, quand on parlait de la FEST et tout ça, ce serait plutôt pour arriver à formaliser effectivement tout ce que pour moi, on devrait faire dans une agence avec les salariés. Merci Patrick, vous avez tout à fait raison. Alors, on va reprendre donc le commentaire de Stéphane. Comment le financement peut-il s'équilibrer en ayant 700 € à 900 € de remboursement par an en cotisant si peu? Dès que la masse va se former, les remboursements vont fondre comme neige au soleil. Donc ça, c'est une question qu'il faudrait peut-être poser au fonds de formation, parce que ça, vraiment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais effectivement, la logique voudrait que il y ait aussi un taux de participation qui sera peut-être plus élevé. Alors, c'est pas par hasard si les fonds ont baissé en 2020, enfin si les prises en charge ont baissé en 2020, parce que tout simplement, cette année, avec la mise en place du contrôle de l'obligation de formation, il y a eu quand même un sursaut
dans la profession. Nous, on l'a constaté au niveau de notre organisme, mais on n'est pas le seul à l'avoir constaté. On a eu effectivement une montée en pourcentage de personnes qui se sont formées cette année. Et donc, le FIFPL, ça a été un peu la panique, a été obligé de revoir sa copie en termes d'enveloppe. Donc, vous avez raison. Alors après, c'est vrai que les fonds de la formation, jusque-là, tout le monde cotise un peu, mais en réalité, tout le monde ne se formait pas, donc ce n'était pas un souci. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit, et on l'a vu notamment là avec Actalliance, qu'il arrive à un moment où il n'y a plus d'argent. C'est arrivé cette année pour Actalliance où toutes les formations, les demandes de prise en charge sur le dernier trimestre ont été refusées, tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Donc oui, ça c'est un problème auquel les fonds de la formation vont être confrontés si un jour tout le monde se forme. Ce n'est pas par hasard aussi si le gouvernement vise de la formation au sein même de l'entreprise, beaucoup moins coûteuse, et sur des formats aussi plutôt à distance, plus courts, moins chers. Une application a été mise en place par le gouvernement où les salariés, notamment, vont pouvoir choisir eux-mêmes des formations par rapport à leur compte, au volume d'argent dont ils disposent. Donc, en 3 clics, ils vont choisir des formations peu coûteuses qui vont être un peu de type MOOC, en fait. Donc, voilà, le risque à terme, c'est aussi une baisse de la qualité de la formation. On en est conscient et il faut être vigilant par rapport à ça. Alors, vous disiez que 15% des architectes participaient à des formations structurées. Il me semblait que les 14 heures de formation structurée étaient obligatoires. Non, je parlais au niveau… alors, 15%, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que je parlais, moi, du pourcentage d'architectes qui se forment au niveau national. Et effectivement, vous avez raison de souligner que sur les 20 heures de formation obligatoire, il y a 14 heures de formation structurée, et 6 heures de formation complémentaire. Alors, en fait, c'est les chiffres qui sont autour de 8-10% national. Ça concerne les architectes qui déclarent se former. Il y a aussi certains architectes qui se forment, mais qui ne déclareraient pas jusque-là forcément les formations qu'ils avaient suivies. Donc, établir un réel, chiffre, pourcentage, c'est un peu difficile, mais on sait qu'aujourd'hui, ils sont massivement peu à se former et que ce chiffre va devoir augmenter, c'est clair. On est à sa première année, exactement. Le contrôle jusque-là n'avait pas lieu. C'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas forcément… oui, il faut du temps. C'est ça, ça prend un certain temps. C'est une sensibilisation petit à petit. Et puis là, on en arrive au contrôle. Demain, il n'y a pas de sanctions, mais après-demain, il y aura probablement des sanctions. Donc, c'est des choses qui vont s'installer petit à petit. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser la profession, comme le disait Sandrine tout à l'heure, pour l'amener vers cette culture-là, formation. Et c'est vrai qu'il y a peu de temps, mais en même temps, ça n'est que 2 jours par an, en réalité, de formation structurée. Donc, 2 jours dans l'année, ce n'est pas énorme non plus. Oui, surtout qu'il existe aujourd'hui des dispositifs qui sont financés à 100%. Donc, comme le dispositif FIBAT qui va se renommer Dynamo-E, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'avec ce dispositif, on a la possibilité de se former et c'est 100% pris en charge. Et peut-être rappeler aussi l'intérêt de se former régulièrement et de ne pas attendre la dernière minute, tout simplement parce que les montants de prise en charge sont des montants annuels.
c'est pas parce qu'ils n'ont pas été utilisés une année que vous allez pouvoir les cumuler et vous dire la dernière année, je fais mes 6 jours de formation, tout simplement parce que vous n'aurez que 3 jours pris en charge. Alors que si vous l'avez fait régulièrement 2 jours par an, bien chaque année, vous aurez votre prise en charge. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont été un petit peu surpris et qui espéraient pouvoir bénéficier de cette prise en charge qui n'avait pas utilisé les années précédentes. Ça n'est pas possible. Et oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que quelqu'un d'autre souhaite peut-être prendre la parole et puis on va clôturer cette webconférence. On vous enverra à chacun de vous, on a vos mails, on vous enverra déjà une attestation de formation pour vos heures complémentaires. Et puis, voilà, le PowerPoint et puis les documents, comme je vous disais, les grilles d'entretien pour les salariés et pour celui qui conduit l'entretien professionnel. Et puis également, un exemple peut-être de plan de développement de compétences pour ceux que ça intéresse. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être une ou deux questions pour terminer cette webconférence ? Alors, Patrick Arnoux a levé la main. Patrick, vous souhaitez prendre la parole ? Vous m'entendez là? Oui, très bien. Bon, très bien. Oui, en fait, c'était pour vous remercier de cette conférence parce que moi, l'île de la Réunion, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose, c'est que ce serait bien de multiplier, effectivement, comme vous parlez des MOOC, des choses comme ça, qu'on puisse se former ça, en plus un peu plus différemment. Un peu différemment et avec avec plus de souplesse, quoi. Je veux dire que oui, ici, c'est ça, de souplesse. Voilà. Nous, on a quelques formations ici. Bon, je suis un petit peu dans le cas des 85% qui ne sont pas formés. Mais voilà, et ce serait intéressant, effectivement, peut-être que pour les architectes, le fait de donner des pistes pour justement les formations en dehors des formations présentielles. Oui, tout à fait. C'est vrai que communiquer, ne serait-ce que ce qui se passe, comme les MOOC qui existent, les MOOC bâtiments durables, notamment, vous avez des très, très… Voilà, bon, c'est vrai que l'Ordre des architectes ici a évolué aussi. Si je suis à cette conférence, c'est bien parce qu'ils ont transmis les informations. Et donc, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'il y a une impulsion qui est faite quand même par les ordres au national et en région qui promeut la formation et qui participe à l'impulsion de cette culture formation. Et c'est nécessaire que ça passe aussi par ce côté institutionnel. Voilà. Oui. C'est vrai que le métier c'est vrai que le métier d'architecture se complique énormément. Moi, je vois ma fille qui va être architecte là, cette année. Moi, je ne sais rien à côté d'elle, quoi. Je veux dire. Mais bon, c'est pour ça que je compte me former pour continuer à travailler encore, peut-être pas encore une vingtaine d'années, quoi. Je veux dire. Et en même temps, vous avez aussi une expérience qui peut être aussi à valoriser pour elle s'engager dans… Ah oui. Vous voyez, c'est deux choses différentes, mais qui peuvent être… D'ailleurs, on voit beaucoup d'associations d'architectes comme ça, d'anciens architectes avec un jeune architecte et qui fonctionnent très, très bien par cette complémentarité de l'expérience et de la sortie d'école. Et c'est vrai que enfin, les études qu'elle a faites l'impliquent dans une agence où il y aurait plusieurs personnes, quoi, parce que c'est vrai que nous, on est de la vieille école et souvent on travaille seul, la majorité des architectes de mon âge, mais c'est vrai qu'on a conscience qu'aujourd'hui, il faut des équipes pluridisciplinaires mais moi, je reste persuadé que quand on travaille dans une agence avec des dessinateurs, quand vous faites un projet, tout le monde est impliqué dans le projet. Donc, il y a fatalement une communication entre toutes les personnes. Enfin, moi, c'est comme ça que je concevrais le travail. Oui, il y a une communication, ça je l'imagine aussi. Mais c'est vrai que
cette montée en compétence des uns et des autres dans cet espace-là de démarche de projet, de communication, etc., elle n'est pas valorisée, elle n'est pas capitalisée. Voilà, c'est ça. Donc, et donc, aujourd'hui, une formalisation de ces expériences. Tout à fait. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci pour répondre aux toutes dernières questions. Donc, Delphine, oui, bien sûr, cette webconférence est enregistrée, donc on enverra, on va faire un petit montage pour couper peut-être le démarrage et puis on vous l'enverra. Concernant la remarque d'Elisa par rapport au MOOC, le fait de encourager à suivre un MOOC à plusieurs pour se motiver, vous avez tout à fait raison. La particularité du MOOC, c'est que vous n'avez pas du tout de tutorat qui est fait par les intervenants, tout simplement parce que ça n'est pas possible. Il y a beaucoup trop de monde. Et on sait par expérience que lorsqu'il n'y a aucun tutorat, 90% d'abandons sont constatés sur ce type de format. Donc oui, c'est une excellente idée d'encourager des confrères, consoeurs à participer avec vous au même MOOC. Ça permet d'échanger, de se motiver et c'est une excellente idée. Merci Delphine. Oui, c'est dense. Merci. Alors, on va clôturer cette webconférence. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous, en tout cas. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Merci aussi pour vos interventions, à l'oral ou à l'écrit. Elles sont toujours riches pour nous et puis pour les uns et les autres. C'est un temps d'échange. Donc, merci beaucoup à vous tous. Je vous mets vite fait l'adresse, voilà, contact@iloformation.com si jamais vous avez des questions. Oui, d'accord, très bien, merci Florence. Merci. Très bonne soirée à vous tous. Bon. Merci, bonne soirée. Bonne soirée et puis donc à très bientôt avec le contenu. À très bientôt. Bonne fin de soirée, au revoir.